Bonjour. Oui, une nouvelle coupe de cheveux. Oui, à la japonaise. Oui, comme les samouraïs. Et oui, je me la suis faite toute seule. Oui, ça se voit. Et j'assume complètement. Passons à la vidéo. Salut à tous, bienvenue pour ce second épisode. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec une femme incroyable, réputée pour la qualité de ses calculs en navigation astronomique. Elle a travaillé pendant des décennies à la NASA. Elle permit à la navette Apollo d'atterrir et de repartir. Aujourd'hui, nous allons parler de Katherine Coleman Goebel Johnson. Tout va commencer en Virginie. La jeune Katherine, très talentueuse pour les mathématiques dès son plus jeune âge, elle intégrera très vite l'université de Virginie. Elle s'inscrira à tous les cours de mathématiques possibles et de très nombreux professeurs, impressionnés par son talent et son travail, décideront de la prendre sous leurs ailes. Elle obtiendra alors un diplôme de mathématiques, mais également de français, avec la plus haute distinction en 1937, à seulement 18 ans. Par la suite, elle décidera de s'installer dans un coin de Virginie afin d'y enseigner en tant que professeure dans une école publique. Elle y enseignera les mathématiques, le français et la musique. Et oui, tant qu'à faire, tu es doué dans les trois domaines, autant enseigner dans les trois domaines. À peine 2 ans plus tard, elle se sépare de son premier compagnon, quitte son poste d'enseignant et retourne à son université d'origine afin de rejoindre le programme de mathématiques. Mais en route, elle rencontrera son nouveau compagnon et donc elle arrêtera très rapidement afin de fonder une famille. Après, on s'en rend pas forcément compte, mais dites-vous qu'à cette époque-là, déjà pour une femme et en plus une femme noire, pouvoir rejoindre une université, par exemple dans l'état de Virginie, c'était un exploit. Il fallait l'aval du président de l'état de Virginie et l'aval de la Cour suprême des États-Unis. On parle pas de faire décoller une fusée, non, on parle juste de pouvoir s'inscrire à l'université. Et une fois que vous étiez enfin autorisé à simplement pouvoir étudier, comme n'importe quel être humain, soit vous entriez dans une université qui acceptait que les hommes et les femmes blancs et noirs soient mélangés dans les cours, soit vous rejoigniez une université ou une section réservée aux personnes de couleur noire. Plusieurs années plus tard, en 1952, elle apprend que la NACA, la NASA à l'époque, recrutait des mathématiciens pour leur centre de recherche. Ni une ni deux, vous imaginez bien que Katherine n'attendit pas très longtemps avant de postuler, et il fallut moins d'1 an pour qu'elle soit recrutée. Évidemment, elle accepta le poste immédiatement. Au début, elle travaillait dans un groupe de femmes affectées au calcul mathématique. Katherine surnommait ces femmes les ordinateurs avec des jupes. Globalement, leur travail consistait à lire des boîtes noires d'avions et de participer à d'autres travails de type mathématique. Rien de bien folichon, mis à part le fait que ça reste quand même un poste à la NASA en tant que femme noire, dans la catégorie des 0,1%, ce qui est déjà un exploit en lui-même. Mais un jour, Katherine fut temporairement affectée pour aider l'équipe masculine de recherche sur les vols. Et c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Les compétences de Katherine en géométrie analytique lui ont permis de s'intégrer très rapidement au sein de son nouveau groupe, de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques. Elle s'est tellement rapidement et efficacement intégrée au groupe, qui, comme elle le dit si bien, qu'ils en ont même oublié de la renvoyer dans le groupe de femmes. Évidemment, les barrières de race et de genre étaient toujours présentes à cette époque-là. Mais Katherine les ignorait tant qu'elle pouvait et se concentrait uniquement sur son travail. Elle s'affirmait dans l'équipe, elle demandait à participer à des réunions où aucune autre femme n'avait encore été admise. Elle disait simplement aux gens qu'elle faisait son travail et qu'elle méritait sa place. Que dire de plus ? Bah rien, tu te tais, on enchaîne. À partir de là, de 53 à 59, elle va travailler comme calculateur humain, analysant différents sujets tels que l'atténuation des rafales de vent pour les aéronefs. Puis, par la suite, elle commence à travailler en tant que technologue en aérospatial. Ça prend du galon. À partir de 1960, elle a coécrit avec l'ingénieur Ted Skopinski un rapport dans lequel ils inscrivent les trajectoires d'un vol spatial orbital. C'est la toute première fois qu'une femme est créditée comme auteur. À partir de là, 26 rapports de recherche se succéderont durant toute sa carrière. À partir de là, on monte encore d'un cran. En 1961, elle effectue des analyses de trajectoire de lancement de la mission Mercury. À cette époque-là, ce fut le premier lancement de l'américain Alan Shepard. Et l'année d'après, alors là tenez-vous parce que c'est assez incroyable, elle vérifiait à la main les calculs de trajectoire de la première mission américaine, afin d'envoyer un homme en orbite autour de la Terre. Aujourd'hui, on a des super ordinateurs pour faire ça. Elle utilisait juste sa tête pour calculer et vérifier que les ordinateurs soient corrects. Ah mais je vous l'ai dit, elle est partout. Et enfin l'apothéose en 1969, durant la mission Apollo 11, Katherine Johnson aide à préciser les trajectoires de rendez-vous spatial entre le module de commande et le module lunaire Apollo, quand celui-ci remonte de la surface de la Lune. On va pas se mentir, ces calculs furent absolument essentiels à la réussite de cette mission et à la survie des astronautes à ce moment-là. Grâce à elle et à toute son équipe, grâce à ce membre à part entière de la NASA, de ses compétences et de ses calculs, 1969 fut une date décisive et extraordinaire pour le monde. Ce jour-là, grâce à elle et à tous ceux qui y ont participé, un homme a marché sur la Lune et est rentré sain et sauf. Par la suite, elle travaillera même pour les premières missions sur Mars, avant de prendre sa retraite. Elle transmettra un flambeau
de courage, de persévérance, de travail acharné et d'équitabilité entre les êtres humains. Katherine Johnson recevra la médaille de la liberté en 2015 des mains du président des États-Unis, Barack Obama, qui est aux États-Unis la plus haute distinction que l'on peut remettre à un civil. À Hampton, en Virginie, le centre de recherche informatique sera renommé Katherine J. Hampton en son honneur. En 2019, le Congrès des États-Unis lui décernera la médaille d'or du Congrès et elle partit rejoindre les étoiles en 2019, l'année dernière, à l'âge de 101 ans. Souvent, on se dit que beaucoup d'artistes, de chercheurs, de penseurs, de personnes bien dans la vie partent souvent beaucoup trop tôt. Mais pour Katherine, nous avons eu une très grande chance de l'avoir à nos côtés aussi longtemps. Elle laissera derrière elle l'héritage de son génie, mis au profit de nombreuses missions spatiales, dont celle qui permit d'envoyer les premiers hommes sur la Lune. Elle demeurera dans les consciences pour son inestimable contribution au travail de la NASA, ainsi que pour son infaillible dévouement à la cause féminine et à celle des minorités, pour lequel elle ne cessera jamais de se battre. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre certaines choses, ou au moins une certaine motivation. Pensez à liker, commenter, partager, et je vous souhaite une excellente journée. C'était KJ. Ciao.